Bon, alors je vais commencer tout simplement en partager en premier écran le sujet du TD qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on commence ce premier TD qui porte sur la modélisation des actions mécaniques. Bon, on va faire un peu de statique au travers, donc ça veut dire qu'on va certainement avoir besoin de notions qu'on verra un tout petit peu plus tard dans le cours, mais bon, elles ne sont pas difficiles, vous les avez déjà vues en pré-bac, donc on va commencer ce premier exercice avec l'étude d'un système relativement statique, un barrage en béton, qui est ce qu'on appelle un barrage poids. Alors déjà, un peu de technologie, il y a deux types de barrages, grosso modo, ce qu'on appelle les barrages poids et les barrages voûtes. Donc le barrage poids, comme son nom l'indique, s'oppose à l'action mécanique de l'eau par son propre poids. C'est évidemment une construction qu'on va réserver aux endroits où on ne peut pas s'accrocher pour, on va dire, minimiser la quantité de béton. Évidemment, les cas où on peut s'accrocher, ça s'appelle les barrages voûtes, qui ne sont pas conçus du tout de la même façon, puisque cette fois-ci, l'action mécanique de l'eau va être répercutée par l'intermédiaire de la structure du barrage, évidemment, sur les massifs rocheux sur lesquels on peut s'accrocher. Donc, pour synthétiser un petit peu, un barrage poids, c'est un sumo, alors que le barrage voûte, c'est le videur de boîte de nuit qui empêche de passer des gens dans un petit couloir. Alors, il est cylindrique. Alors, cylindrique, ça veut dire en vue de dessus. C'est-à-dire, si je le regarde selon K, il a une forme de cylindre, évidemment pas complet, mais une portion de cylindre. Et la section droite, celle qui est représentée dans le plan IK, est trapézoïdale. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Petite base au-dessus qu'on appelle petit a, grande base petit b, hauteur h, qui repose évidemment sur le sol, parce qu'il faut bien qu'il s'accroche quelque part. On va étudier uniquement une tranche unitaire, c'est-à-dire de largeur 1 mètre selon J du barrage. Donc, comme on est en facteur, comme on a, on va dire, trois types d'actions mécaniques, on a le poids, une action mécanique à distance qui va s'appliquer sur la totalité du barrage. On a l'action de l'eau qu'on va modéliser grâce à la loi de l'hydrostatique, que vous avez peut-être fait en physique, mais bon, qui n'est pas tellement compliqué, qui nous dit que delta P égale rho GH. C'est ce qui nous permet de savoir que pour une profondeur de 10 mètres d'eau, on a à peu près 1 bar de pression, et ceci continue linéairement. Donc évidemment, 20 mètres d'eau, ça fait 2 bars, et ainsi de suite. Et ceci est modélisé par une force qui est évidemment la pression fois la surface ds, puisqu'on parle d'une force élémentaire, portée par la normale au contact au solide, qui est ici le vecteur I. On vous dit P de M, qui évidemment va dépendre de la hauteur du point M, s'exprime par ρ de l'eau fois G fois la hauteur. Ici, comme on a pris la hauteur avec Z égale 0 en bas du barrage, ça veut dire qu'évidemment, la pression doit être nulle pour Z égale H, ce qui est le cas comme j'ai dit H moins Z. Et évidemment, au fur et à mesure que Z va être tendant vers 0, au fur et à mesure, on aura une augmentation de pression. D'accord? La première question étant de déterminer au point O le torseur d'action mécanique de l'eau sur le barrage et ensuite son axe central, delta 1. OK? Donc déjà, est-ce que ça vous semble clair au niveau de l'énoncé? Moi, monsieur, j'ai une question. Ouais. J, il rentre ou il sort sur la figure de gauche? Alors, sur la figure de gauche, pour trouver le vecteur J, il suffit de faire le produit vectoriel KI. Puisque K vectoriel I, ça ferait plus J. Donc, si je prends un tire-bouchon qui est orienté selon K, que je le fais pivoter pour amener K vers I, vous vous rendez compte qu'il rentre dans la figure. Donc, le vecteur J est rentrant dans la figure. OK? Une solution, c'est les 3 doigts de la main droite aussi. Donc, je vous rappelle que si vous faites dans le même ordre, vous mettez K et I. Donc, K, par exemple, sur votre pouce, I sur l'index. Et évidemment, la direction du majeur va vous donner la direction de J. D'accord? Donc, J, par cette règle-là, des 3 doigts de la main droite, est aussi orienté rentrant dans le plan de la feuille. D'accord? 3 doigts de la main droite, vous mettez K dans votre pouce, premier doigt, I, deuxième doigt, et le troisième doigt vous donne la direction de J. D'accord. Okay. Les 3 doigts de la main droite, ça marche aussi comme ça. OK? Donc, je vais partager un tableau blanc et on va travailler principalement sur ce tableau blanc. Alors, juste que je me mette un petit peu de place. Je vous mets là pour l'instant. Et donc, je vais commencer à essayer de représenter avec ce nouvel outil un petit peu de mon barrage. Alors, l'idée, c'est que le barrage, je vais le représenter
Alors, je suis trompé de couleur, donc on va déjà commencer par effacer. On va commencer avec ça. Donc, on a dit que le barrage était une forme trapézoïdale. Bon, je la corrigerai après, hein. C'est plus facile de le faire comme ça. D'accord. Évidemment, ici. Donc, voici le barrage qu'on étudie. Alors, ce qu'il faut penser pour l'instant, ce qu'on a à faire en premier lieu, c'est à trouver ce qui était donc le résultat de la première question, hein, qui est donc le torseur d'action mécanique de l'eau sur le barrage. Alors, barrage, hein, je note ça B en abrégé, hein. Alors, sachant que ceci est un torseur, donc on peut tout de suite écrire la première ligne, hein, vu que ça c'est la question, hein, c'est évidemment une résultante d'action mécanique de l'eau sur le barrage. Et évidemment, le moment qu'on va devoir calculer en un point, qui a été demandé dans le sujet, c'est le point O de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. D'accord? Donc, voici l'objet, hein, dont on va devoir calculer R et MO. Alors, ceci est une action mécanique de contact qui est donc définie en chaque point. Donc, je vais essayer de la dessiner, hein, en disant qu'est-ce que c'est que cette action mécanique, hein. C'est grosso modo, hein, des forces. Alors, d'ailleurs, je vais changer la couleur. On va évidemment essayer de prendre plutôt une autre couleur qui se voit bien, comme du rouge, hein. Donc, on a ici tout simplement une force qui va dépendre de la profondeur. Alors, je vais aussi dessiner le fait que cette densité de force est proportionnelle à la hauteur. D'accord? Je repasse en rouge. Donc, c'est ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il va y avoir des forces qui sont plus ou moins grandes au fur et à mesure qu'on descend ici. Donc là, c'est une vision plane, hein. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut bien imaginer que ce qu'on voit là, c'est le plan IK, hein. Donc, je vais y revenir. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, ici, c'est la direction K. Ici, c'est la direction I. OK? Donc, je l'écris, hein. Donc, ça, c'est K. Ça, c'est I. Et évidemment, l'origine O, c'est le point qui est au coin ici. D'accord? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que là, on a une vue plane de cette répartition de force. Il faut évidemment imaginer que dans la direction orthogonale au plan, selon l'orthogonale au plan de la figure, eh bien, il y a le plan, en fin de compte, JK, dans lequel, eh bien, évidemment, on étudie 1 mètre de longueur. Ça veut dire que ça va être notre DS, hein, qui va apparaître là-dessus. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Je ne comprends pas, monsieur, pourquoi on n'a pas la même force partout. Bien parce qu'en fin de compte, c'est la propriété qu'a l'eau d'être pesante. C'est-à-dire que quand vous êtes à une certaine altitude M ici, ben vous êtes à une certaine profondeur par rapport au niveau libre de l'eau. Si je rajoute un petit peu l'objet qui est ici, hein, ici vous avez de l'eau. D'accord? Donc l'eau, au total, à chaque fois que vous descendez en profondeur, eh bien, la pression augmente parce qu'il y a le poids d'eau qui est au-dessus. Et évidemment, plus vous descendez, plus il y a de poids d'eau au-dessus, hein. Ce n'est rien d'autre que le même phénomène que nous vivons sur Terre, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a 1 bar de pression atmosphérique? Parce qu'on pourrait considérer qu'on a en gros 10 000 mètres d'eau sous forme de gaz, de vapeur, qui est au-dessus de notre tête. Et comme le rapport entre la densité du gaz et la densité du liquide, c'est de 1000, on se rend compte que 10 000 mètres d'air, ça fait le même effet que 10 mètres d'eau. Et c'est ce qui fait à peu près 1 bar. Et donc, évidemment, on considère qu'on résonne en pression absolue. Hein, donc, évidemment, en gros, on ne considère pas la pression atmosphérique. C'est pour ça qu'ici, quand Z égale H, la pression est nulle. Et au fur et à mesure que vous vous enfoncez, la pression augmente. Selon principalement la cote qu'on appelle Z ici, hein, qui est évidemment la hauteur du point M. Ouais. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question ou pas du tout? Oui, ça répond très bien. Je ne savais pas si vous l'avez fait en physique, la loi de l'hydrostatique, hein. C'est juste ce point-là, hein. C'est la loi de l'hydrostatique, hein. Il suffit d'étudier tout simplement l'équilibre d'un petit cylindre de liquide
et dire qu'en haut, il y a PS et ici, il y a une autre pression et qu'évidemment, il y a le poids. Et on se rend compte assez facilement que la différence des pressions, elle va être liée au poids du liquide qui est dans le petit cylindre isolé. Et on obtient comme ça delta P égale ρGH. Donc voilà pourquoi il y a cette augmentation. Alors ceci se définit en disant, eh bien, en chaque point M, donc on pourrait dire quel que soit M appartenant à la surface de contact, hein, alors on en parlera, on va appeler ça une surface, hein, eh bien, on peut dire qu'il existe en ce point une force qui s'écrit dF au point M, tel que ce qui a été écrit au sujet. Alors, je remplace tout de suite P de M par la masse volumique de l'eau, fois G, fois la fonction H moins Z. Évidemment, ceci étant une pression, je multiplie par une surface pour en faire une force. Évidemment, maintenant, je règle le problème de l'homogénéité mathématique. C'est un vecteur force, donc évidemment, je lui donne la direction I. OK? Ça, c'est donné dans le sujet. La petite difficulté, on va commencer par la lever tout de suite. Alors, si on regarde la surface, qu'est-ce que c'est que cette surface? Essayons de la définir un petit peu. Vous me diriez que c'est quoi? PS. Pardon? Ah, PS? non. Déjà, la nature, c'est un cylindre, c'est une sphère, c'est un cône, c'est quoi comme surface? La surface de Un contact rectangle. entre l'eau et le barrage. C'est un rectangle. Oui, c'est un rectangle, hein, donc on pourrait dire, si vous voulez, un rectangle. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait le définir en termes de coordonnées? Ben, on peut dire qu'il s'étend dans la direction Z. Ceci, ça veut dire qu'on pourrait dire que Z est compris entre 0 et H. Quand Z vaut 0, on est au point O. Quand Z vaut H, le point est ici. Et évidemment, ça définit la première dimension de notre rectangle. Et évidemment, la deuxième dimension de notre rectangle, elle est dans quelle direction? Opposé, non? Oui, c'est-à-dire, préciser. Direction J. Oui, donc on va dire que c'est Y la variable. Et cette variable, elle va être comprise. Alors c'est là où il faut bien comprendre une chose, hein, c'est quand je regarde le dessin de l'autre côté, hein, je le fais en tout petit ici. Hein. Donc à la limite, je peux faire un petit rectangle. Je peux même essayer de le faire à peu près à l'échelle. Hein. Si on regarde dans l'autre vue, il faut essayer de se poser la question de où est placé le point O. Et donc le point O, ce qui est assez intelligent, c'est de le placer évidemment au milieu de la zone ici. Alors là, on a toujours évidemment verticalement K. Et ça, c'est évidemment J. Parce que j'ai tourné de 90 degrés. D'accord? Et donc, il faut imaginer simplement que le deuxième partie plane, hein, c'est cette surface-là. Hein, et que cette surface, si mon point O est placé au milieu, ça veut dire qu'on va dire que on a Y qui est compris entre moins 1,5 et 1,5. D'accord? Ceci nous Monsieur? permet... Oui? Mais du coup, là, on voit de l'intérieur sur le deuxième schéma? Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Monsieur, moi j'ai une question. Ouais. Je ne comprends pas que ce soit une surface, enfin qu'elle soit rectangle, parce qu'on nous parle d'un cylindre. Ouais. Alors, ça veut dire que si le cylindre a un rayon suffisamment grand, on va assimiler la portion de cylindre à un plan. D'accord. C'est juste pour nous Pourquoi on prend faciliter pas un un peu plan l'intégration. directement? Hein? Mais pourquoi on prend pas un plan directement ou un cube ou... Ah ben non, mais parce que si vous voulez avoir une résistance vis-à-vis de l'eau, il vaut mieux avoir une forme en vue de dessus qui est plus ou moins cylindrique. Hein. Ça donnera moins de... Alors un vrai plan, ça pose beaucoup plus de problèmes. Ouais. On va dire que mécaniquement, c'est plus facile de retenir l'action mécanique de l'eau si vous avez une forme voûtée, même sans que vous puissiez vous accrocher sur les bords, que si vous avez une forme droite. Voilà. Ok, merci. Mais c'est vrai qu'on est d'accord que rigoureusement, c'est une portion de cylindre. Mais si ce rayon de cylindre est de, je ne sais pas, 150 mètres ou quelque chose comme ça, on va dire assimiler la surface cylindrique à la surface plane, ça ne fait pas beaucoup d'erreurs. Et ça va nous faciliter l'intégration. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on peut écrire ici. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'était la surface de contact, hein, donc un Z variable entre 0 et H, un Y variable entre moins 1,5 et 1,5, eh bien on peut facilement exprimer maintenant ds, qui est l'élément de surface qui apparaît ici. Qu'est-ce que sera ds? Eh bien, un petit élément de variation sur z, comme si ici je bougeais un tout petit peu. Et ici, je peux imaginer que pareil, hein, pour mon petit point M qui se baladait, hein,
eh bien, je peux imaginer ici la petite surface ds qui entoure ce point. Et donc, ce ds, c'est évidemment un dz dans cette direction, et évidemment un dy dans cette direction. OK? Donc, maintenant qu'on a un petit peu explicité le problème et qu'on a bien compris comment était faite la géométrie, on va pouvoir se lancer dans le calcul des actions mécaniques de contact. Donc, la résultante d'action mécanique de l'eau sur le barrage étant une action de mécanique de contact, on va la voir tout simplement en sommant, évidemment sur toute la surface de contact, que j'ai appelée surf. Quoi? Eh bien, df de m. D'accord, pour tous les points M appartenant à cette surface de contact. OK? Et maintenant, on n'a plus qu'à dérouler gentiment le calcul. Donc, on garde notre intégrale double pour tous les points M appartenant à cette surface de contact. De df de M, donc on a ρe, on a G, on a H moins Z, on a ds qu'on remplace tout de suite par dy dz, et évidemment le vecteur I. OK? Alors maintenant, mon travail est assez simple. Je dois calculer cette intégrale, sachant que c'est une intégrale double ou à variable séparable. C'est-à-dire que je vais pouvoir séparer l'intégrale en y et l'intégrale en z. Et déjà, ce que je vais faire au départ, c'est que je vais sortir tout ce qui est constant de l'intégrale. Donc évidemment, la masse volumique de l'eau est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Voici la masse volumique de l'eau. G est une constante, je peux la sortir de l'intégrale. Ça va venir en facteur ici. Et évidemment, le vecteur I, quand le point M se déplace sur la surface, ne change pas non plus. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai mon vecteur I. Donc maintenant, on va retrouver le fait qu'on va pouvoir séparer les fonctions de Y et les fonctions de Z en deux intégrales simples. L'intégrale double va se remplacer par un produit de deux intégrales simples. La première intégrale, ça va être une intégrale de H moins Z dz. Monsieur, Ouais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. ouais. Pourquoi on fait le calcul avec Z, sachant qu'on veut le torseur au point O, Z égale 0 au point O? Z égale 0 au point O, mais ce qu'on cherche, c'est le bilan de l'action globale rouge. Et donc, évidemment, la résultante, ça va être simplement la somme de tous les vecteurs rouges, comme si je prenais les flèches une par une et que je les somme toutes. Mais ça ne dépend pas du point, puisque ce sont des forces. Ce qui dépend du point, c'est le moment. Donc, ce que je suis en train de calculer là, c'est la résultante que je tracerai en vert ensuite de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. Et cette résultante, c'est tout simplement comment pourrait-on remplacer tout ce paquet de flèches rouges par une seule flèche équivalente. Elle sera équivalente à partir du moment où elle représentera bien la somme. Ouais. Est-ce que je vous convainc un petit peu ou non, Corentin? Oui, c'est bon, merci. Vous voyez, chaque petit élément de surface ici subit une force de pression. Et la question, c'est sur la totalité de la surface étudiée, quelle est la résultante des actions de pression? Cette résultante des actions de pression, il va falloir qu'on somme sur Z pour tous les Z compris entre 0 et H. Donc ici, c'est ça. Mon domaine d'intégration, c'est pour Z partant de 0 à Z égale H. Donc ça, c'était l'intégrale en Z. Maintenant, il faut que je fasse l'intégrale en Y. Donc j'intègre de moins 1,5 à 1,5. Quelle est la fonction de Y ici? C'est juste dy. Et on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir calculer. Alors, c'est ce que je peux dire maintenant aussi assez facilement, c'est qu'en SI, vous n'aurez jamais de calcul d'intégration difficile. L'intégration, pour nous, c'est un outil que vous devez avoir vu. Donc, grosso modo, des intégrales de fonctions polynomiales et sinus, c'est à peu près tout ce qu'on aura à faire. Donc, on peut se dire que ce ne sera pas si difficile que ça. Enfin, je l'espère. Qu'en mathématiques, vous avez fait plus dur que des polynômes et des sinus. Donc, ça, on peut le garder un petit peu. Je vais faire déjà mes intégrations. Alors, la plus simple à faire, c'est évidemment celle-ci. Intégrer dy de moins 1,5 à 1,5, ça fait tout simplement 1. Ici, si je regarde h moins z, je peux faire une primitive. Alors, on peut couper en deux parties. On peut faire un petit peu comme on veut. Je vous laisse faire ce calcul. J'écris tout simplement le résultat. Donc, on a ρe, g. Cette primitive va donner h carré
sur 2 fois le vecteur I. D'accord? Donc, vous pouvez faire h dz, hein, vous intégrez, ça vous fait h carré, et là, vous faites moins z, qui fait moins z carré sur 2, à prendre entre 0 et h, qui fait moins z carré sur 2. Donc, h carré moins h carré sur 2, il nous reste h carré sur 2, fois le vecteur I. D'accord? Juste, Monsieur? monsieur, Ouais. Ah, je- vas-y, Alex. Bah, juste le grand R, c'est les résultantes, c'est ça? C'est ça, c'est la résultante. Et vous avez écrit quoi après? Enfin, surf égale Alors, troisième ligne. c'est un rectangle. Ah oui, d'accord. C'est pour dire que c'était au niveau géométrique, hein, il faut identifier la nature de la surface de contact. Hein, comme je disais, on sera souvent sur des surfaces planes, sur des portions de cylindre ou des portions de sphère. Donc, il faut prendre le paramétrage qui nous permet de définir ce qu'est la surface de contact à l'interface ici entre l'eau et le système. Merci. OK, on obtient… Ah, d'accord. Bizarre. Donc ça, je peux le représenter en disant, je vais changer de couleur hein, pour qu'on la voit bien, un vert assez foncé. Hein. Ce que je viens de trouver, hein, c'est qu'on peut substituer à cet ensemble de forces rouges une force que pour l'instant j'applique au point O, hein, et évidemment qui est dans l'autre sens. Donc je vais la mettre comme ceci. Hein. Et à la limite, est-ce que je pourrais la mettre encore en plus gros? Non, bon, elle est suffisamment visible. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est cette force hein, que je peux exprimer comme étant ρe, c'est ce que je viens de calculer, hein, G, h carré sur 2, porté par le vecteur I. C'est cette grosse force verte, qui est rien d'autre que la somme de toutes les petites forces rouges. Ça va? Monsieur, Ouais. comment on sait que la résultante elle est appliquée en haut? Alors, pour l'instant, c'est parce que je vais surtout calculer M de haut. C'est-à-dire qu'un torseur est défini en un point par deux vecteurs. Pour l'instant, j'en ai tracé un, qui est celui-ci. Évidemment, c'est lorsque je vais lui adjoindre M de haut que ceci aura un sens affine, c'est-à-dire qu'on saura que l'objet qu'on trace ici, qui sera entre guillemets deux flèches vertes, représente le champ d'action mécanique au point O. Mais quelque part, pour l'instant, la résultante, c'est un objet glissant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais la redessiner, cette résultante, parce qu'on va essayer de trouver un autre point, parce qu'il est un peu particulier. La somme de glisseurs parallèles est un glisseur. Donc, grosso modo, la R et MO sont quelque chose qui va être un glisseur. Donc, on va essayer de trouver justement son axe central. Ok. Grosso modo, que les moments, quand je regarde au point O, chacune de ces petites forces, elle crée un petit moment qui aurait tendance à faire tourner le barrage comme ceci. Et donc, évidemment, quand on va les sommer, il va y avoir une sorte de gros moment qui sera la définition conjointe à cette force-là de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. OK? Ok, merci. Alors, est-ce que j'avais une possibilité d'avoir, il me semblait, oui, c'est ça. Donc, je passe à la deuxième partie. J'ai plus le dessin, mais je pourrais y revenir assez facilement. Hein. Je reprends en noir et je reprends maintenant l'objectif, c'est de calculer le moment en haut de l'action de l'eau sur le barrage. OK. Donc, c'est là où je vous ai dit, il faut apprendre ce qu'on a encadré dans le cours, hein, c'est qu'évidemment, ça va être la somme des moments élémentaires. Donc, comme on est au point O, une force qui serait placée, alors je vais l'écrire comme ceci, son moment au point O serait OM vectoriel df de m. Donc ça serait le moment élémentaire au point O de la force df de m. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas réutiliser le résultat précédent. Il faut vraiment qu'on fasse ce calcul direct. Donc OM, c'est le bras de levier, df de m, c'est la force au point M, qui évidemment n'avait pas de moment. Hein. On pourrait dire que c'est comme une relation de changement de point. Mais la seule chose, c'est que vu qu'on cherche le moment résultant de l'action mécanique de l'eau sur le barrage, ce qu'on doit faire, c'est la somme des moments élémentaires. C'est-à-dire qu'on va intégrer ça, évidemment, pour tous les points M de la surface. OK? Donc, c'est là où où il y a une petite difficulté, hein, c'est que le point M est un point qui se déplace. Alors, je vais tout simplement revenir ici, hein,
en disant, eh ben, évidemment, mon point M, il avait une certaine cote Z, là, c'est-à-dire une certaine hauteur. Et évidemment, dans cette direction-là aussi, il avait une certaine valeur Y. Donc, ça veut dire que la force qui est appliquée au point M, quand je calcule son moment au point O, il va falloir que je fasse OM vectoriel df de M. Et évidemment, OM va être un truc qui va être variable, puisqu'on va devoir intégrer. Je repasse sur mon deuxième écran, hein, c'est là où il faut bien comprendre. Hein. C'est que OM est variable, puisque M est la variable d'intégration, et que la force elle-même est variable. Donc, je vais décrire maintenant les objets qui sont à l'intérieur de cette intégrale. Hein. Donc, pour les points M de la surface. Donc, OM, j'ai dit que c'était un vecteur qui avait une coordonnée variable Y portée par le vecteur I, plus une... ça devait être J, évidemment. Hop. Donc, on avait du YJ plus du Z porté par K. Ça, c'est mon vecteur OM, auquel je fais le produit vectoriel avec la force df de M, et surtout pas la force résultante. Hein. df de M, c'était la masse volumique de l'eau, fois G, fois H moins Z, fois ds, dont on avait dit que c'était dy dz, évidemment porté par le vecteur I. Donc là, je le mets entre parenthèses, simplement pour bien montrer. Hein. Ça, c'est OM, qui est évidemment variable. Hein. Il y a du Y, il y a du Z. Hein. On va se balader dans un plan avec ce vecteur OM. Évidemment, chaque point M s'applique une force df de M, qui elle aussi dépend du point M. On voit qu'elle est fonction de Z. Et c'est lorsqu'on va faire le résultat de ce gros calcul, hein, ne vous inquiétez pas, il n'est pas si compliqué, qu'on va avoir le calcul du moment en haut. OK? Donc, un petit peu comme... Oui. On a le droit de mettre le signe double intégrale alors qu'il y a une seule variable d'intégration sur le OM vectoriel df. dy dz. Il y a deux variables Oui, d'intégration. enfin ça c'est après. Enfin là on a le droit, mais avant, est-ce qu'on a Je quand fais même le l'intégrale droit de la totalité. Hein. Ouais. Je fais l'intégrale de la totalité. Ce qui vous embête à la limite, c'est que je peux sortir ce dy dz et le mettre là, hein, mais de toute façon, c'est la totalité de cette expression-là que je vais intégrer. Ouais. Vous voyez bien que là, je ne peux pas... Rester sur le membre de gauche. C'est-à-dire, répétez, essayez de me réexpliquer votre problématique. Sur l'intégrale de OM vectoriel df, oui, voilà, au milieu. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de laisser le signe double intégrale alors qu'il n'y a que un élément df, il n'y a qu'un petit d là, c'est ça? C'est ça qui vous embête? Bah si, parce que quelque part, df de m est une force, enfin c'est une pression, donc par unité de surface. Hein. Donc quelque part, le ds, il est là-dedans. Hein. J'ai le droit de mettre une double intégrale parce que je sais qu'à l'intérieur de ça, j'aurai obligatoirement deux éléments différentiels. Ouais. C'est pour ça que je mets une double intégrale. À la limite, si ça vous embête, vous pouvez en mettre un simple, mais vous serez obligé de le faire apparaître là, donc je préfère garder du double partout. Ouais. Ouais, là, je mets bien du double. Hein. Donc, j'ai plus qu'à exécuter ce petit calcul. Alors, comme tout à l'heure, hein, pour m'éviter un petit peu trop de... je vais sortir un petit peu ce qui est constant. Hein. Donc, le... Monsieur, ouais. Juste, excusez-moi, on est d'accord que le dy, il est dans le plan? Il est dans le plan, oui, tout à fait. Ouais. J'avais un doute, merci. Ouais. Ça veut dire que, en gros, cette partie-là, ρ, g, h-z, c'est de la pression. Et ça, c'est du ds, c'est-à-dire c'est un petit élément de surface. Si je reviens un petit peu sur mon tableau précédent, hein, vous voyez, c'est ce petit élément ds que j'ai dessiné ici, hein, dont on pourrait dire que le côté de ce carré, c'est dy. OK, hein, je l'ai écrit ici. Hein. Donc là, j'ai dit que ça, c'était un petit dy et que la hauteur ici, c'était un petit dz. C'est la petite élément de surface ds qui entoure mon point M, sur laquelle s'applique une force qui s'appelle df de M. Ouais. Oui, Donc, merci. je reviens ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce terme constant ρEG, hein, que je pouvais sortir de toute façon, il ne dépend pas du point M. Maintenant, je vais faire mon premier calcul de produit vectoriel. Je vais avoir du J vectoriel I. Donc, le J vectoriel I va me faire du moins K. Alors là, je vais pouvoir ouvrir une parenthèse. Il va y avoir donc un terme qui va être selon moins K, que je peux sortir tout de suite de l'intégrale, parce que K n'est pas un vecteur qui est fonction de l'intégrale. Et qu'est-ce qui va rester comme fonction? Eh bien, évidemment, ici, il y a un Y, H moins Z, dy, dz. Alors, j'essaie de l'écrire proprement. Y, dy, H moins Z, dz. D'accord?
Ça, c'était le premier terme, YJ vectoriel ρ G H moins Z dy dz. Donc, le produit vectoriel J vectoriel I m'a donné le moins K que j'ai trouvé ici. Et après, j'ai renoté tout ce qui restait dedans. Y, H moins Z, dy, dz. Donc, le deuxième produit vectoriel, ça va être ce terme K vectoriel I. Donc, K vectoriel I, ça va me faire une composante selon J. Et évidemment, cette composante selon J, il va y avoir quoi? Il va y avoir cette fois-ci Z, H moins Z, dz. Je vais recommencer avec mon Y et il y aura juste du dy. Donc, je vais avoir du dy, je vais avoir du Z, facteur de H moins Z, facteur de dz. D'accord? Et évidemment, mes intégrales que je vais réécrire ici. Hop, intégrale double. Alors, c'est pas très joli ça. On va essayer de faire mieux quand même. Donc, mon intégrale que j'ai toujours, intégrale double pour tous les points M de S. D'accord? Ben oui, parce que je vais avoir des intégrales. Hein. Donc, on n'a plus qu'à calculer ça hein, maintenant. Donc, il y a une première chose qui est assez évidente. Alors, je vais essayer de vous le faire trouver avant de regarder les calculs d'intégrales. Donc, je vais revenir un petit peu sur le tableau précédent. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que chacune de ces forces rouges, au niveau du point O, elle va créer un moment qui devrait être selon J. Et ceux-ci vont tous se sommer. Ils vont tous être dans le même sens et ils vont tous aller en s'additionnant. Par contre, quand je regarde dans l'autre plan, toute force placée à droite du plan OIK connaît exactement son symétrique de l'autre côté. Je vais le mettre en couleur pour exprimer un peu mieux ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour tout point que vous prenez à droite de ce plan, il existe un symétrique à gauche de ce plan, qui a exactement la même force. Ce qui fait que comme ils ont le même module et qu'ils sont opposés au niveau des rayons, le moment se complète. Ce qui fait qu'il ne devrait pas y avoir de moment selon K. Est-ce que vous l'avez compris ça? Alors, si vous ne l'avez pas compris, eh ben, c'est ce qu'on va voir apparaître dans le calcul. Si on regarde ici, cette intégrale, on sait très bien qu'on va devoir couper cette intégrale en l'intégrale. Alors, je vais le faire à la limite. Hein. Donc là, hop, pas dans cette couleur-là. Donc, si je reprends ici, j'ai mon terme constant, évidemment, qui est ρ de l'eau fois G. Et donc, selon la direction moins K, je vais avoir une intégrale de moins 1,5 à 1,5 de Y dy fois, donc tout ça, l'intégrale de 0 à H de H moins Z. De dy, monsieur? Ouais. Pardon, dy, je vais le corriger, vous avez raison. D'accord. Ouais. Ça, c'est du dy, évidemment. Donc là, ce que j'ai fait, hein, c'est simplement, j'ai été faire mon intégrale de la fonction de y fois l'intégrale de la fonction de z. Et qu'est-ce que je peux dire du résultat hein? Ici, j'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0. Le résultat est évidemment 0. 0. OK. Ce terme-là valant 0, qu'est-ce qu'on voit? 0 fois cette intégrale, même si cette intégrale n'est pas nulle, fois le vecteur k, ça va faire le vecteur nul. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve le fait que, étant donné qu'il y a une symétrie dans le champ de force, hein, si le point O est placé au milieu de la partie unitaire de 1 mètre étudiée, eh bien évidemment, cette intégrale, elle fait 0. Ça ne serait pas le cas si le point O était placé à gauche, par exemple, on intégrait de 0 à 1, ou s'il était placé à droite, on intégrerait de moins 1 à 0. Monsieur? Ouais. Est-ce que vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez me réexpliquer pourquoi, quand on calcule le moment, on ne se sert pas directement du résultat trouvé précédemment en fait? Parce qu'en fin de compte, M est la variable d'intégration qui apparaît aussi bien dans OM que dans df de M. Donc nous, si on voulait réutiliser le résultat précédent, il faudrait qu'on ait l'intégrale des df de M. C'est ce qu'on a calculé précédemment. Ça voudrait dire que vous puissiez prendre cette intégrale et l'amener ici. Mais pour l'amener ici, évidemment, il faudrait que M ne soit pas en variable ici.
Donc, on n'a pas le choix, quand on calcule un moment d'une action mécanique de contact, on est obligé de faire la somme des moments élémentaires, ce qui n'a rien à voir avec le moment de la somme. Ok, merci. Le moment de la somme, on va le retrouver une fois qu'on aura défini complètement le torseur et qu'on voudra changer de point. Donc là, la première partie, c'est ce que je vous avais dit. Par raison de symétrie, on aurait pu le voir tout de suite, mais on le voit aussi mathématiquement, par l'intégrale de y dy de moins 1,5 à 1,5. Eh bien, il n'y aura pas de composant de moment selon k. Donc la seule chose qui va rester, c'est évidemment celui-ci. Donc celui-ci, je le calcule. Donc déjà, il va être porté par j. Ça, c'est gagné. On va intégrer de moins 1,5 à 1,5 dy. Donc ça, évidemment, ça va nous faire un 1. Maintenant, il faut que j'intègre z, h-z dz. Donc, je vais intégrer hz dz. Donc, je vais mettre une petite parenthèse. Donc, hz dz, ça va me faire h fois la primitive de z dz qui fait z carré sur 2. Donc, h cube sur 2. D'accord? C'était h fois h carré sur 2. Moins z carré dz, la primitive z3 sur 3 à prendre entre 0 et h. Ça fait moins h cube sur 3. D'accord? On calcule rapidement ça. Vous avez oublié un dz, monsieur. J'ai quoi? Oublié un dz. Ah bah non, j'ai calculé toutes mes intégrales là. Là, j'ai fait ZH dz, que j'ai intégré en h z carré sur 2, ce qui m'a fait h cube sur 2. Ah, d'accord. Et après, j'ai fait moins z carré dz, qui s'est intégré en moins z cube sur 3, que j'ai pris entre 0 et h, qui m'a fait h cube sur 3. Ah, d'accord. D'accord. Ce qu'il y a là, le terme avec j, c'est pas dans l'intégrale de 0 à h de h moins z dz. Alors, le j n'est pas dans l'intégrale. Bah, j non, puisque c'est un vecteur constant. Non, mais je veux dire votre intégrale de 0 à h de h moins z dz. Ouais. Le terme à droite, il n'est pas dans l'intégrale. Qu'est-ce qu'il y a à droite? J1 h cube sur 2 moins h cube sur 3. Ah non, 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 non. L'intégrale, il n'y en a plus là. Comme vous voyez, l'intégrale, c'était j'ai intégré cette partie gauche et j'ai redonné le résultat de l'intégrale là. J'ai directement fait le calcul de cette intégrale-là, qui donne 0, et après je l'ai distribué sur ce thème-là. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, et là j'ai tout de suite calculé l'intégrale. Ouais, c'est bon, merci. C'est bon? J'ai juste un peu court-circuité des étapes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Il nous reste bien évidemment la masse volumique de l'eau, fois l'accélération du champ de pesanteur, fois ici h cube sur 3 moins h cube sur 2, je mets ça sur 6, ça me fait h cube sur 6, c'est bien ça, puisque là, ça m'en fait 3 moins 2 sur 6. Et évidemment, porté par le vecteur J. OK? Et ceci, c'est exactement donc le moment d'action de l'eau sur le barrage en ρ, E, G, H cube sur 6, J. Vous remarquez que, alors, je reviens un petit peu rapidement sur le résultat précédent. Ici, on avait ρ, G, H carré sur 2 qui était homogène à une force. Si je reviens ici, le moment, c'est du ρ, G, H carré fois du H sur quelque chose. Donc, ça veut bien dire que c'est homogène à un moment. Et évidemment, ce vecteur est un vecteur qui est positif selon J. Ça veut dire que, comme on avait fait tout à l'heure le vecteur vert, eh bien maintenant, je vais pouvoir rajouter un vecteur dont je sais qu'il est rentrant dans le tableau, puisque c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le vecteur J rentre dans le tableau. Donc, je vais d'abord dire que, évidemment, on avait dit K vectoriel I, ça fait un vecteur J qui est comme ceci, et qu'au point O, l'action globale rouge se représente par un, hop, je reprends ma couleur, un vecteur moment qui va être orienté, alors, je le dessine comme ceci, donc là, il y a une croix dedans, et ça, c'est évidemment le moment au point O de l'action de l'eau sur le barrage. Comme ça, c'était la force. Alors, on pourrait le voir dessiné plus facilement ici. Évidemment, ce vecteur moment, c'est un vecteur double qui part comme ceci, dans la direction de plus J. C'est normal, il y a des forces qui sont normales au plan du tableau. Elles ont tendance à faire basculer le barrage au niveau de l'axe de rotation OJ.
Et là, maintenant, on comprend pourquoi ça doit être représenté. En fin de compte, ce n'est pas la résultante qui dépend du point, c'est le moment. Donc, c'est cette flèche qui va évidemment être le champ qui va varier lorsqu'on change de point. La résultante, elle ne variera pas. OK? Donc, c'était l'objectif de la question d'après, hein, c'était de se dire, alors je vais réécrire le résultat global, hein, pour tout simplement dire que le torseur d'action mécanique de l'eau sur le barrage est un truc qu'on a défini au point O, sous la forme ρe g h carré sur 2 porté par le vecteur i, et ce qu'on a ici, c'est-à-dire ρ de l'eau, g, h cube sur 6, porté par le vecteur j. Et ceci est l'expression au point O de cette action mécanique. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que la résultante et le moment de ce torseur ne sont pas quelconques. Eh bien oui. Monsieur, Ouais. je vois pas la différence entre le vecteur J et le vecteur Y. C'est la même chose. Pourquoi on l'appelle pas juste soit tout J ou soit tout Y? Bah, c'est un peu le problème qu'on a en mécanique du solide, hein, c'est que les IJK, quand il y a plusieurs solides, on aura envie de les indicer. C'est là où on les appelle X0, Y0, Z0, X1, Y1, Z1, et ainsi de suite, quoi. Mais prenez l'habitude d'avoir en gros les variables X, Y, Z placées selon IJK ou XYZ, c'est la même chose. Voilà. C'est le fait que suivant les problèmes, si on a peu de repères quelque part, on peut être un peu riche en termes de notation. Donc, on peut s'amuser à appeler IJK et ainsi de suite les différentes choses. Si on a plein de repères, souvent, on en revient à la notation de mécanique du solide, X0, Y0, Z0, avec les variables associées. Et donc, c'est ce que je disais, hein, c'est que ce torseur d'action mécanique, hein, c'est un torseur particulier parce qu'on s'aperçoit que la résultante est orthogonale au moment. Ce qui signifie que l'invariant scalaire de ce torseur, qui est évidemment le produit scalaire de la résultante, je ne mets pas les indices, fois le moment, ben cet invariant scalaire vaut 0. Ceci me permet de conclure que le torseur d'action de l'eau sur le barrage est un glisseur. Ce qu'on va comprendre, hein, assez facilement. Hein. Et donc, si c'est un glisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait arriver à trouver un point où on va annuler le moment, ce qui est assez logique. Hein. Alors, ce point, on peut l'appeler un peu comme on veut. Hein. On va l'appeler I, puisque je crois qu'il n'y a pas de point I dans cette histoire-là. On va dire soit I tel que le moment en I de l'action de l'eau sur le barrage est égal à 0. Et évidemment, ce moment en I, je peux l'exprimer avec le moment que j'ai déjà calculé, c'est-à-dire le moment O de l'action de l'eau sur le barrage, plus, alors toujours les deux possibilités dans la relation, hein, si je l'écris tout de suite, j'écrirai IO, mais comme j'ai envie de mettre le vecteur OI en inconnu, hein, je vais mettre la forme évidemment complémentaire qui sera la résultante d'action de l'eau sur le barrage, vectorielle. On a commencé par I, on finit par I. OK? Donc ça, c'est connu puisqu'on l'a calculé ici. Ça, c'est connu puisqu'on l'a calculé ici. Seul inconnu de cette équation-là, c'est la position du point I. D'accord? Donc, on écrit ce système d'équations. Alors, on n'est pas du tout perdu. On sait très bien que l'axe central existe puisque la résultante est différente de 0. On sait aussi très bien qu'il va y avoir une infinité de solutions puisque la solution est une droite mathématique. Hein, ça veut dire qu'on va avoir tout ce qui est dirigé par I qui sera aussi solution, puisque évidemment le produit vectoriel va faire 0, donc ça sera aussi des points de l'axe central. Donc on va écrire évidemment ce système d'équations. Hein, donc on a dit que le moment en I, ça faisait 0. Le moment en O de l'action de l'eau sur le barrage, c'est celui qu'on a calculé ici. Hein. Donc là, je vais mettre un 0, il n'a pas de composante sur I.
Ici, il a ρe g h cube sur 6. La composante sur k, évidemment, elle vaut 0. Maintenant, il faut que j'imagine de faire ce produit vectoriel. Alors, ce produit vectoriel, je vais le mettre en colonne pour vous aider un petit peu. Donc là, on sait qu'on a quelque chose sur i qui est ρe g h carré sur 2. Sur j, il y a 0. Sur k, il y a 0. Et donc, je vais faire OI avec 3 inconnus que je vais appeler XI, YI et ZI. Donc, ceci va me rajouter évidemment plusieurs composantes. Celle sur X, on l'aura en faisant du Y vectoriel Z. Et on s'aperçoit que ça fait 0 fois ZI moins 0 fois YI. Donc, on s'aperçoit que déjà, cette première équation, elle ne donne rien d'intéressant. La deuxième équation, c'est sur Y. Donc, pour faire du Y, je n'ai pas le choix. Soit je fais du Z vectoriel X, ou bien du X vectoriel Z, mais il y aura un moins. Donc là, je n'oublie pas de rajouter moins ρe g h carré sur 2. Et donc là, c'était fois ZI. Et la dernière équation, c'est sur Z. Donc, c'est tout simplement X vectoriel Y moins ça fois ça. Donc ici, on a plus ρe g h carré sur 2 fois YI. D'accord? Alors, ceci va nous donner quelques petites choses. Eh bien, on voit quoi? On voit que le XI est quelconque. C'est tout à fait la remarque que je faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que, évidemment, tout ce qui est dirigé comme la résultante, ça va obligatoirement appartenir à l'axe central. On voit que cette dernière équation, elle nous dit 0 plus 0 plus ρ g e h carré sur 2 YI égale 0. Donc ça nous impose que YI vaut 0. Et enfin, la dernière équation, qui est celle-ci, nous impose, alors les ρe s'en vont, les g s'en vont, un h carré s'en va avec un h cube, et le 2 passe ici, et on s'aperçoit qu'on trouve ZI égale h sur 3. Voici le résultat qu'on attendait, qui va permettre maintenant de dire, et on va comprendre un peu le sens physique de ça, en revenant un petit peu ici. Donc, y égale 0, ZI égale h sur 3. Donc, ça veut dire quoi? Alors, est-ce que je peux par hasard resélectionner? Non, je ne vais pas le faire. Donc, je vais reprendre ma flèche. Je vais dire, si je me place en un point un peu particulier qui est la hauteur, à un tiers de la hauteur ici, eh bien, cette fois-ci, j'ai toujours la même force. D'accord? Puisque la résultante n'a pas changé. Ça, c'est toujours la résultante R. Mais ce qu'on a cette fois-ci, c'est que le moment en ce point, et là, ce que je dessine, ce n'est rien d'autre que le support de ce glisseur. Donc, c'est le delta de l'eau sur le barrage. De la force. Donc là, il n'y a plus de moment. Et évidemment, ce point, le point I dont on parle, il est placé quelque part ici. Il est exactement à la verticale de haut, puisqu'Y égale 0. Il peut être quelconque sur X. Vous pouvez vous balader sur cette droite-là, ça ne change rien. Et ce qu'on vient de montrer, ce qui est assez physique, c'est que si vous vous placez à peu près à un tiers de la hauteur, et pas à peu près, exactement à un tiers de la hauteur, le moment des forces qui sont en dessous contrebalance exactement le moment des forces qui sont au-dessus. En gros, les forces au-dessus, elles sont plus nombreuses, mais elles sont plus petites. Mais le bras de levier est un peu plus grand. Ces forces sont plus grandes, mais elles sont plus proches, donc leur effet contrebalance exactement cette histoire-là. Et donc, évidemment, on comprend bien pourquoi le champ était tordu en haut, parce qu'évidemment, si on le représentait, si on se mettait à un point qui serait à h sur 3, on trouverait simplement moins le moment. C'est-à-dire qu'ici, un point qui serait exactement à la moitié de la distance entre I et l'extrémité du barrage, je vous rappelle que I, il est ici, et bien là, on aurait exactement moins le moment. Le moment dépend du point et il est exactement nul sur cette droite. C'est ça qu'on appelle le delta 1, le support
OK? Y a-t-il des questions pour cette première partie d'exercice sur la modélisation des actions mécaniques? Oui, est-ce que vous pourriez juste remettre la diapo d'après, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, on a calculé le moment, on a bien compris où était le point M, on a bien fait le produit vectoriel obligatoirement avant l'intégration, puisqu'on ne peut pas évidemment intégrer une partie ou l'autre, indépendamment. Après, on a séparé nos intégrales, toujours avec le théorème des variables séparables. L'intégrale, alors je peux le renoter ici, juste pour ceux qui aiment les écritures mathématiques. Ce qu'on a comme propriété, c'est simplement que l'intégrale double d'une fonction qui s'écrit f de x g de y, dx, dy, ce que disent les mathématiques, c'est simplement que cette fonction de xy est une fonction un peu particulière, elle est séparable. Ceci sera égal tout simplement à l'intégrale de f de x dx fois l'intégrale de g de y dy. D'accord? Ceci, c'est le théorème des variables séparables pour les intégrales doubles ou intégrales triples, même chose. On sera toujours. Alors, il y a une théorie de l'intégration générale, vous la ferez en deuxième année. On peut ne pas être dans ce cas-là et trouver les résultats d'intégrales, c'est simplement beaucoup plus compliqué et on n'a pas à s'embêter. Nous, si les intégrales sont trop compliquées, on revient à SolidWorks si nécessaire. Autre question? Oui, monsieur. Vous écrivez quoi? XI? J'arrive pas à lire après. XI quelconque. Ah oui, quelconque, ok. Ben oui, quelconque, parce que je n'ai pas d'équation qui me parle de XI. Donc, comme je n'ai pas d'équation qui me parle de XI, ça veut dire que tout XI est solution, ce qui relève un petit peu la nature de droite de l'objet qu'on appelle l'axe central du torseur statique, qui a aussi le nom de support du glisseur, puisqu'ici, c'est un glisseur. D'accord? Le truc important, c'est, en gros, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'une somme de glisseurs parallèles reste un glisseur. C'est-à-dire que tout champ qui est constitué de forces qui sont toutes parallèles, elles vont toujours pouvoir se restreindre à une force seule, sans moment. Ce qui n'est pas le cas général. Si on prend deux glisseurs quelconques, leur somme n'est pas obligatoirement un glisseur. OK? Donc, voilà pour la question 1. Autre question, non? Alors, je reprends un tableau blanc pour attaquer la partie 2, en disant rapidement que ceci est quelque chose de tout à fait analogue à ce que nous avons fait en cours. Si je reprends mon parallélépipède, donc on avait dit, on avait une base ici, une base plus grande là, évidemment quelque chose comme ça ici, et quelque chose comme ça ici. Alors, est-ce que allez hop, comme ça il est assez joli mon trapèze. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va découper fictivement notre trapèze en deux parties. Oups, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. On va donc fictivement couper ça en deux parties, en disant Monsieur, ici. ça pourrait marcher si on rajoutait un triangle au-dessus? Ouais, pareil. Ça marche aussi, ouais. Oui, le tout, c'est de se ramener à un truc qu'on connaît. Alors, donc, il faut rajouter un triangle ou en enlever un, mais ça revient au même. Ouais. Et donc, ça va être pour essayer de trouver la position du centre de gravité. Donc, le centre de gravité, on sait qu'ici, on a notre point O. Ici, j'ai ma direction qui est petite i. Est-ce que vous lisez mieux quand c'est plus fin comme ça ou moins bien? Oh, même chose. Même chose? D'accord. Donc là, on a notre point K. Et on aimerait bien trouver où est-ce qu'est la position du centre de gravité pour mettre les actions de pesanteur. Alors, pareil, on va revenir au cours, la position du centre de gravité. Donc, la position du centre de gravité. Alors, on va dire que celle qui nous intéresse, c'est uniquement selon I. Donc, ça viendra un petit peu plus dans l'expression ensuite. Je dois dire que je préfère écrire un tout petit peu plus gros. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va appliquer la formule du cours qui dit tout simplement que la masse totale fois OG est égale à la somme des MI OGI. Et ici, ça va être tout simplement la masse du rectangle
fois OG rectangle, plus la masse du triangle fois OG triangle. OK? Je décompose tout simplement ces deux parties-là. Hein. Je reviens à noter mon schéma. Hein. Qu'est-ce qui va être G alors, autant le faire avec des traits. Hein. Le G rectangle, ça va être G carré. Hein. Ça va être l'intersection de ces... des fois, ça m'embête. Ça. Eh oui, parce que là, je bouge l'objet. Hop, alors, dessiner. Donc, évidemment, G ici. Ce point-là, ça va être le G carré, d'ailleurs, puisque c'est un carré. Et quelque part ici, on devrait trouver aussi G triangle, sachant qu'on a dit que la petite base s'appelle petit a, la grande base ça s'appelle petit b, la hauteur h. D'accord? Et c'est le point G. Alors, ce que je disais ici, c'est qu'on peut aussi, c'est une remarque importante, hein, devant toute équation vectorielle, on peut toujours se débarrasser des équations qu'on n'a pas envie d'écrire en projetant tout simplement dans la direction i. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Si je projette selon la direction i, et que je me rends compte que, grosso modo, ce qui m'intéresse, c'est la position dans ce plan, ça veut dire que l'épaisseur ne va pas changer grand-chose et que mon barycentre de masse, je peux le remplacer en barycentre de surface, un peu comme ce qu'on avait fait un petit peu pendant le cours. Donc, on peut dire en projetant selon i, on va avoir que la surface totale fois donc la projection sur la direction, ici, je vais la noter OGX, c'est ce que je cherche. Ça va être la surface du carré fois OG, évidemment, carré, selon X, plus la surface du triangle fois OGX triangle. D'accord? Donc maintenant, je peux donner exactement les valeurs numériques de tout ça, hein, en sachant que la surface totale, c'est la surface d'un parallélépipède. Donc la surface totale, c'est petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur, fois OGX, qui m'intéresse. Ceci va être égal à la surface du carré. La surface du carré, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement A fois H, fois la position sur X de G carré. Ça, c'est tout simplement A sur 2. OK? Plus la surface du triangle. Alors, la surface du triangle, ça va être le produit de H fois le côté. Et ce côté-là, il vaut tout simplement B moins A. Ouais. Donc, ça, c'est B moins A. Donc, on a H. Oups. Donc, j'ai dit H fois B moins A. Et évidemment, ça, il faut le diviser par 2 pour faire la surface, hein, puisque quand je fais H fois B moins A, j'ai la surface d'un rectangle. Donc, je coupe par en 2 pour la surface de mon carré. Maintenant, mon OG carré, pardon, mon OG triangle, ce sera tout simplement la distance A, auquel je rajoute un tiers de cette hauteur, donc plus B moins A sur 3. D'accord? Et ceci, comme vous voyez, c'est une équation avec une seule inconnue, hein, c'est OGX. Hein. En relisant le sujet, hein, je m'aperçois que le poids P du barrage, hein, je ne l'ai pas fait. Hein, donc, je vais m'en occuper maintenant hein, pour pouvoir après le représenter. Hein. Donc, le poids P du barrage est tout simplement égal à la masse du barrage, donc qui est la masse totale, fois l'accélération de la pesanteur. OK? Donc, on a dit que la masse totale, ça allait être la masse volumique. Donc là, c'est ρB, puisqu'on est en béton, fois l'épaisseur. Alors, je marque 1 mètre, juste pour les unités. Hein. Il faut bien que je multiplie par 1 mètre pour avoir après une surface. Et ça va nous faire un volume. Donc, la surface, on a dit que c'était la surface totale. Hein. Donc, c'est ce que j'avais écrit au-dessus. Hein. A plus B sur 2
fois H. Donc ça, c'était en fin de compte le volume. Le volume fois la masse volumique du béton, on obtient la masse. Et maintenant, je n'ai plus qu'à dire qu'il suffit de multiplier par l'accélération de la pesanteur, sachant que cette accélération est portée par moins K. D'accord? Donc voici notre poids. Et si je reviens à l'équation du dessus, après simplification, on obtient, alors je vous donne directement le résultat, c'est du calcul, il n'y a rien de compliqué. OGX, est-ce que je l'ai? Oui, je dois l'avoir, évidemment caché quelque part. Tac, 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 tac. Hop. Alors bon, vous pouvez faire le calcul. OGX, ça nous fait A carré plus AB plus B carré sur 3A plus B. Donc, A carré plus, alors attends, hop, sur 3 facteur de A plus B. Et donc j'ai dit plus B carré, et j'ai dit aussi plus, évidemment, donc j'ai dit AB. Hop. Et donc ici, on a AB. On peut calculer la norme de P, c'est ce qui était demandé. 9,2, 10 puissance 6 newton. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour une tranche unitaire de barrage, on a un poids qui est de… Alors, si je multiplie par 10 moins 3, j'aurai un résultat en… Enfin, je multiplie par 10 moins 4 et j'ai un résultat en tonnes. Donc, 10 moins 4, ça veut dire qu'il restera un 10 puissance 2. Ça veut dire que je serai à 920 tonnes par mètre linéaire de barrage. C'est ce qu'on peut appeler lourd. C'est normal, il va falloir que ça retienne l'action mécanique de l'eau. Alors, ce qu'on a trouvé, je peux le représenter ici, c'est qu'il existe un point dont on a calculé les coordonnées, qui s'appelle G. Alors, je ne connais pas sa hauteur, mais à la limite, elle est quelconque, et vous allez voir pourquoi, parce qu'on parle des actions mécaniques de pesanteur. Donc, les actions mécaniques de pesanteur, évidemment, c'est un glisseur qui est porté par une droite verticale, comme ceci. Monsieur, Ouais, c'est quoi que vous avez dit déjà, G de X? OG de X, c'est la position qu'on a ici, entre le point haut et l'axe support du poids. Ça, c'est OG en projection sur la direction I, que j'ai appelée OGX ou OGI. Et donc, c'est cette valeur qui vaut trop. Alors, hop, je termine un petit peu. Donc, c'est la projection sur I? C'est la projection sur I du vecteur OG. Ça veut dire que ce que j'ai noté OGX, c'est exactement OG scalaire I. Donc, quand je fais le vecteur OG et que je le projette sur I, j'obtiens la seule chose qui m'intéresse, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est que cette force P, que je vais représenter comme tout à l'heure, comme un vecteur vert, ce vecteur vert, il glisse sur toute la droite. D'accord? D'accord. Ça, c'est mon poids. Hop, je vais essayer de le mettre le plus vertical possible. Et ça, c'est évidemment le poids P. Ce poids P, c'est un glisseur. Les actions mécaniques de pesanteur sont obligatoirement un glisseur parce que le moment est nul en G. Et ce glisseur, il s'applique sur toute cette droite qu'on appelle le support du poids, delta de P. C'est l'axe central, comme l'axe central qu'on avait vu tout à l'heure. OK? Monsieur? Ouais. Est-ce que G, il se trouve sur la droite G carré, G triangle? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque si on regarde ici, en fin de compte, on est dans un barycentre de 2 points. Donc, si je trace cette droite, vous pouvez dire que G est le barycentre de G carré affecté de la surface S carré et de G triangle affecté de la surface S triangle. Donc, c'est un point qui est quelque part sur cette droite. Comme les deux masses sont strictement positives et que certainement G S carré est plus grand que S triangle, il est un peu plus près de G carré que de G triangle. Mais oui, il est sur cette droite. Ouais, si je veux être un peu plus précis dans mon dessin, il est quelque part sur la droite joignant G carré et G triangle, évidemment. C'est cette propriété qu'ont les centres, les barycentres d'être à l'intérieur du polygone. Vous voyez ce que je veux dire?
Si vous avez plusieurs points, ceci crée un polygone et le centre de gravité, comme toutes les masses sont toujours positives dans nos problèmes, mais il est toujours à l'intérieur du polygone. OK? On passe à la question 3. Par contre, monsieur, sur le Ouais. triangle à droite, comment vous avez su que le barycentre Vous pouvez était à peu près remettre. par là? Ah, le 1/3 de la hauteur, là? Non, non, le centre, le centre. Vous avez passé le centre sur le triangle, mais comment vous avez su que c'était à peu près par là? Le centre de gravité, j'ai Oui. triangle. Bah, j'ai le triangle, Voilà. là. Je le mets toujours dans un triangle rectangle. Je suis à 1/3 de la hauteur ici, je suis à 1/3 de la hauteur ici. Ah, d'accord. Ok. D'accord? Et Ça sera, c'est toujours comme ça? bah, pour ce que j'ai besoin, Là, c'est oui. à l'intersection des C'est aussi des l'intersection des médianes. médiatrices, oui, des trucs qui coupent en. Si vous prenez la droite qui joint ce côté et le milieu, et cette droite qui joint le côté et le milieu aussi, oui, vous retrouvez la même chose. Ouais. D'accord, merci. On peut le redémontrer, le seul truc, c'est qu'on est typiquement dans un cadre où, justement, x et y ne sont pas des variables séparables, puisque y est une fonction de x sur le bord du domaine d'intégration. Mais ça s'intègre quand même. Donc, je passe à la question 3, pour bien essayer de poser maintenant le problème de statique. Donc, en 1.3, je redessine cette fois-ci. Alors, cette fois, c'est pour bien vous faire comprendre. Hop. Alors, donc, j'ai dit en format, je vais prendre un petit peu plus épais. Je vais le faire légèrement plus grand. Hein. Donc, c'est toujours mon barrage hein, que je vais représenter comme ceci. Voilà, ça, je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Ouais, pas très pratique, ça. Et donc, ici, une droite qui part d'ici à ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est dessiner en vert mes supports d'action mécanique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'ici, il existait un point I, tel que l'action mécanique de l'eau était supportée par cette droite. On a vu d'ailleurs que la hauteur de cette droite, hein, ici, c'était H sur 3. Donc ça, c'était le support qu'on avait appelé delta 1, hein, qui était la droite qui passait par le point I. Point I, quand on avait calculé les coordonnées hein, ici. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait une deuxième action mécanique. Alors, je vais prendre une autre couleur pour donner un peu de lisibilité. Hein. Je vais la mettre en rouge. Hein. On a dit que quelque part verticalement là, hein. Alors j'essaie de tracer une verticale. On avait évidemment le support du poids. Donc ça, c'était delta de P. Hein. Et on va essayer d'appliquer le PFS à notre système. En disant de façon assez naturelle, hein, si le barrage est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen, en gros par rapport au sol, on peut en déduire quoi? Eh bien, le torseur d'action de tout ce qui est extérieur à B sur B est le torseur nul. D'accord? Donc ça, c'est le PFS, hein, appliqué d'ailleurs à B. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Le torseur de ce qui est extérieur au barrage sur le barrage, c'est tout simplement 3 torseurs. Donc le torseur d'action de l'eau sur le barrage, plus le torseur d'action du sol sur le barrage, plus le torseur d'action de la pesanteur, hein, donc je vais marquer pesanteur hein, sur le barrage. Et ça doit faire le torseur nul. OK? Donc, ça signifie qu'évidemment, on va pouvoir écrire deux équations. La première, qui est une équation de résultante, donc qui va nous dire que la résultante d'action mécanique de l'eau sur barrage, objet de la question 1,
plus, alors je réécris celui-ci, le poids, plus la résultante du sol sur le barrage, et ceci, ça doit faire le vecteur nul. OK? Je me remets un tout petit peu plus en rouge, juste pour dire ici, quelque part, il y avait le point G. Et maintenant, évidemment, il faut que j'écrive la somme des moments. Alors, normalement, je vais commencer à l'écrire en disant c'est le moment, évidemment, de la même action de l'eau sur le barrage, plus, alors je vais rajouter le point après, hein, le moment de l'action du sol sur le barrage, plus le moment de l'action de la pesanteur sur le barrage, et ceci, ça doit faire 0 aussi. Donc maintenant, la question, c'est que cette équation, évidemment, elle doit être écrite au même point. Quel point pourrait être sympathique pour écrire cette équation? I. Alors, I, ça serait sympa, parce que comme ça me débarrasserait de ce terme-là. Mais on peut peut-être faire mieux. À l'intersection des deux droites support. C'est ça. Voilà l'idée qui est bonne, c'est de se dire, si on se place au point que j'appelle W ici, j'ai le droit d'écrire cette somme au point W. Et en ayant fait ça, eh bien maintenant, ça signifie que le moment en haut de l'action de l'eau sur le barrage, pardon, le moment W de l'action de l'eau sur le barrage, ce terme-là vaut 0. Parce que je suis sur la droite support. Donc le moment est nul sur toute cette droite. Comme je suis en W, eh bien le moment de l'action de la pesanteur sur le barrage vaut aussi 0 pour la même raison. Je suis sur son support. J'en déduis quoi? Eh bien que W appartient au support de l'action du sol sur le barrage. Bon, je suis d'accord, j'ai marqué S, là j'ai marqué sol, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas trop, je vais remettre S. D'accord? Donc ça, c'est déjà la première information que nous donne la somme des moments, c'est-à-dire que, évidemment, W appartient au support. Et comme vous voyez, ça va être fondamental parce que maintenant, je vais pouvoir prendre mes vecteurs que je connais, c'est-à-dire le vecteur vert, mon vecteur vert qui était évidemment l'image de la résultante de l'eau sur le barrage. Je peux dessiner cette chose-là n'importe où, hein, du moment qu'il soit collinaire. Donc ça, c'est R de l'eau sur le barrage. OK. Ça, c'est connu. Je l'ai calculé dans la première question. Le poids P, bah, c'est aussi quelque chose de connu, que je vais pouvoir représenter comme un vecteur dont l'extrémité est ici et dont je vais faire la descente ici. D'accord? Donc ça, c'est évidemment le poids P. Pardon, je suis rouge là. Et donc, vous voyez qu'évidemment, pour respecter la première équation RO plus P plus RSB égale 0, je n'ai pas le choix. Le seul vecteur qui convienne, que je vais mettre en bleu, c'est un vecteur qui sera exactement comme ceci. Sachant que cette action mécanique, elle est référencée ici, c'est la résultante de l'action du sol sur le barrage. D'accord? Et ce que vous voyez, hein, c'est pour ça que je peux... Est-ce que si je sélectionne tout ça, ça bouge. Ce que je veux dire par ça bouge, c'est que ça, je peux le placer n'importe où. C'est une somme vectorielle, on est dans un espace vectoriel qui dit la somme des forces doit faire 0. Je connais vert, je connais rouge, j'en détermine bleu. Mais comme vous voyez, quand j'ai fait ça, je n'ai pas terminé. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle s'applique, cette force. Et je n'ai pas le choix maintenant, puisque je sais maintenant que W appartient au support.
ça signifie que j'ai un point de passage, W, et que j'ai un vecteur directeur, RSV. Donc, je peux compléter le dessin de la géométrie en rajoutant ici une droite qui va être évidemment parallèle à celle-ci. Donc, je vais utiliser un petit peu, je fais vraiment des parallèles comme ceci, et je prends cet objet, et cet objet, je le place exactement en W. OK? Et c'est là où on va permettre maintenant de définir ce qu'on appelle le point J, qui est évidemment le point d'intersection de ce support avec le sol. Pourquoi? Parce qu'il va se passer un truc assez sympathique, c'est que si J est sur la surface, ça se passe bien. Si J est en dehors de la surface, c'est-à-dire que le barrage pivote, le barrage bascule. Donc, on va éviter ça. Si J est en dehors de quoi? Il faut qu'il soit dans la surface de contact. Vu que les contacts ici sont liés à des forces qui sont toutes dans le même sens, je ne peux pas créer l'intégrale. Je vais essayer de... Si j'imagine des petites forces qui sont toutes, alors de valeur à la limite variable, mais qui sont toutes strictement dans le même sens, comme ceci, vous comprenez bien qu'elles peuvent être équivalentes à une seule force, mais que cette force, ça sera obligatoirement placée à l'intérieur du segment. Donc, elle sera quelque part placée à l'intérieur. Ah, vous voulez dire il ne faut pas qu'il y ait J à gauche ou à droite, c'est ça? Oui, ça veut dire que par rapport à ce point-là, si J était en dehors de ce point, ça voudrait dire simplement qu'il existe des forces ici, telles que leur somme donne une force qui s'applique ici. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, la force, c'est ce qu'elle va faire, elle va s'appuyer au coin, parce qu'elle ne peut pas sortir de la surface de contact, et le solide bascule. On en parlera un tout petit peu, mais bon, le basculement d'un barrage, évidemment, c'est pas ce qu'on doit imaginer. Mais pour le basculement des objets, c'est tout simplement ça. C'est que la résultante, vu que c'est du contact de Coulomb, ça veut dire que la force, elle est toujours dans l'action dirigée selon la normale du sol vers le barrage. Comme toutes ces forces sont dans le même sens, la résultante de ces forces, donc celle qui va nous donner cette résultante, elle est obligatoirement à l'intérieur du segment. Et le fait qu'elle soit à l'intérieur du segment, ça voudrait dire que si on trouve qu'une résultante est à l'extérieur du segment, elle ne peut pas être créée par un champ qui respecte cette condition, c'est-à-dire que toutes les forces sont dans le même sens. Donc, quand vous avez un contact unilatéral, quand vous posez un objet sur une surface, quand vous appuyez dessus, vous avez deux choix, soit ça glisse, soit ça bascule. Et ceci dépend tout simplement de la position du point de la résultante de contact sur la surface de contact. C'est pour ça qu'on va essayer de calculer ce OJ. Et vous voyez que ça va être pas très difficile une fois qu'on a fait le bon dessin, parce qu'on va dire quoi? On va dire que au niveau distance OJ, alors, hop, ici, on avait ce qu'on avait calculé tout à l'heure, qu'on avait appelé OGX, ou on l'avait appelé autrement, ou on va l'appeler OGX, c'était XEG, si on veut aussi. On l'avait appelé OGX, monsieur. OGX, ouais, c'est ça, il me semblait. Hop. Donc, on a dit que celui-ci, cette distance, c'était OGX, qu'on avait déjà calculé. Et évidemment, il va falloir rajouter cette petite distance. Et cette petite distance, ici, j'ai un triangle rectangle. J'ai ce côté-là qui vaut h sur 3. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître évidemment cette longueur-là. Et cette longueur-là, elle va être liée avec cet angle, que je vais appeler psi, parce que quand on est dans cette classe, c'est le meilleur nom à donner un angle. Et qu'est-ce qu'on voit, cet angle psi? On le retrouve ici. Vous remarquerez que je ne travaille pas avec des angles orientés, ça ne sert à rien. Et je peux dire deux relations. Je peux dire que la tangente de cet angle psi vaut tout simplement tangente psi, ça sera côté opposé sur côté adjacent. Donc, ρ g h carré sur 2, qui était ce qu'on avait trouvé comme module de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. Côté adjacent, c'était le poids du barrage. Donc, cette fois-ci, c'était ρb fois la surface, donc h a plus b sur 2. D'accord? Ça nous permet d'avoir tangente psi.
Et maintenant, si on cherche ce qu'on a appelé XJ, bah, c'est tout simplement OGX qu'on avait déjà calculé, auquel on rajoute, pareil ici, hein, la longueur de ce côté tangente, ça serait ce côté sur ça. Donc, ça veut dire que ça va être H sur 3, la hauteur, fois tangente psi. D'accord? Vous pouvez répéter quand vous avez obtenu le... Là, j'ai dit simplement que la distance OJ, Oui. c'était donc OGX plus cette petite longueur. Alors, à la limite, si je nomme le point ici, alors je vais le nommer L. Donc, je dis que c'est OL plus LJ. Et que dans le triangle WLJ, j'ai tangente psi qui est égale à côté opposé, LJ, sur côté adjacent, qui était GWL. Mais je vois pas bien pourquoi on a ça. C'est dans ce triangle rectangulaire. Non, pas ça, ça dans le numérateur tangente, genre ρ, E, G, H carré, tout ça. Ça, c'est dans ce triangle-là. Ah, ok. Dans ce triangle des forces, la tangente de cet angle psi, c'est la force RO sur barrage divisé par le poids. Côté opposé sur côté. Ok, merci. Et donc maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'OGX, on l'avait calculé avant. Alors, je le reprends ici. Donc, A carré plus AB plus B carré. Donc, on avait A carré plus AB plus B carré sur 3AB. Voilà. Auquel j'ai rajouté H sur 3. Ici, on voit qu'il va y avoir des petites simplifications. Pas tant que ça non plus. Hein. Il va rester donc ρ. Monsieur, mais c'est pas homogène. Tangente phi. Ah ouais? Allez-y. Bah si, masolumique. Hein. Là, ça c'est une force. En fin de compte, si vous regardez là, vous avez un terme. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai manqué G, hein, je pense. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Bien vu. J'allais m'en rendre compte aussi, ouais. Ouais, il me manquait G, parce que là, j'avais fait ρ fois la surface, mais je n'ai pas fait G. Hein. Donc, en gros, G 120, hein. Ça tombe bien d'ailleurs. Donc, G 120, H 120, le sur 2 s'en va. Donc, j'avais dit que c'était H sur 3, donc ne pas oublier le 3. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, ρ sur ρb. Au numérateur, on va avoir encore du... Alors, donc, H, il y en a un qui se simplifie, donc il va rester du H carré, si je ne me trompe pas. Et là, ça va être A plus B. Et si je regarde ça, est-ce que c'est homogène? Bah oui. Donc, rapport des masses volumiques, c'est sans unité. Ça, c'est du H carré sur une longueur. Ça nous fait l'homogène à une longueur. Ça, c'est bien homogène à une longueur parce que c'est une longueur au carré sur une longueur. J'avais bien le terme H sur 3 que j'ai multiplié ici. Il y avait un H qui s'en allait. Il reste le A plus B. Et oui, il reste... Tout ce qui reste nous va très bien. Donc, voici le XJ demandé hein, avec une formule. Alors, on pourrait la simplifier à la limite en mettant sur 3A plus B. Vous voyez, hein. Bon, après, ça va obliger un peu de réécriture. Mais ce que j'aimerais bien que vous reteniez surtout de ce point-là, hein, c'est ce qui est important, hein, c'est que, évidemment, ceci, c'est la somme des forces, que cette somme des forces égale 0, c'est une somme vectorielle, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on peut écrire n'importe où et qu'on peut glisser comme tous les vecteurs. D'accord? Donc, cette figure, elle représente la somme des forces égale 0. Et il faut bien comprendre que vous ne ferez pas de mécanique du solide sans lui adjoindre la deuxième figure, qui est cette fois-ci une figure affine. C'est-à-dire qu'elle se fait sur la figure et je n'ai pas le choix. La hauteur de ce support, elle est à H sur 3. La distance de O à ce support, elle est de OGX. Et c'est grâce à cette deuxième figure qui, elle, caractérise la somme des moments en un point égale 0. Alors là, je l'ai pris en W. Hein. C'est cette deuxième figure qui va permettre de poser la force. C'est-à-dire que la force bleue, je suis obligé d'avoir l'information de la direction par la somme des forces.
Et après, c'est grâce au fait que je sais que le point W est un point qui est au support de cette force, qui me permet de trouver par exactement quel est le point de passage de cette force. Ce qui me permettrait après de me dire, ben tiens, je cherche une répartition de force ici qui fasse R et qui s'applique bien sur toute cette surface. D'accord? Donc, si je reprends le sujet, donc bon, bah, la norme de RSB, hein, ça se calcule. Hein, je vais juste terminer avec ça en disant, eh bien évidemment, que la norme de la résultante du sol sur le barrage, donc c'est tout simplement l'application de Pythagore, hein, puisque RSB, c'est ce vecteur-là, hein, la longueur de ce vecteur, ça va être la racine carrée de ce terme-là au carré, plus ce terme-là au carré. Donc, on peut y aller, hein, c'est la racine carrée. Donc, le poids que j'avais écrit ici, donc, qui est évidemment quelque chose qui dépend de la masse volumique du béton, de G, de H et de A plus B sur 2. Et donc, ça, évidemment, c'est la composante première, composante verticale au carré, plus composante horizontale au carré. Hein, la composante horizontale, c'est rien d'autre que le numérateur de celle-ci. Hein. C'était ρ de E, G, H carré sur 2. Et évidemment, ça au carré. Et ça, on peut faire l'application numérique pour trouver le résultat. Je peux vous le donner. Non, je ne l'ai pas calculé. Alors, y a-t-il des questions? Bon, ceci termine cet exercice-là. Hein. C'est vraiment un exercice fondamental au niveau des concepts. Hein. Il n'y a pas de difficulté fondamentale, hein, si ce n'est de bien comprendre ces aspects, force et moment qui sont distincts. Le fait que nous raisonnons de façon globale sur cet exercice-là, hein, et qu'évidemment, l'action mécanique de l'eau, hein, est souvent vue comme un champ linéaire. Hein, et évidemment, ça peut aider comme résultat direct dans le cas d'un autre exercice. OK? Alors, je repasse sur le sujet. Donc, est-ce que Monsieur, vous... Ouais. juste avant, j'ai une question. Lors du calcul du poids, vous n'avez pas utilisé l'épaisseur? Non, parce que j'ai fait 1 mètre d'épaisseur. Ah d'accord, ok, vous ne l'avez pas écrit, mais C'est ça, fois 1 pour avoir l'épaisseur d'1 mètre de barrage. Hein, on était à 920 tonnes par mètre linéaire. Ouais. Ok, merci. Donc, vous devez voir normalement le sujet de TD. D'accord? Donc là, on a traité torseur d'action mécanique, le poids, RSB résultante du sol sur le barrage, sachant qu'il est en équilibre, et ben, le point d'intersection J et la norme de RSB. On a juste les applications numériques qui manquent et toutes les dimensions qui sont là. Je passe au deuxième exercice, hein, qui est fondamentalement un peu le même. Hein. On appuie sur une poutre. Alors, ce que vous voyez ici, hein, c'est déjà quelque chose de fondamental, c'est qu'en statique, il n'est plus nécessaire de faire l'hypothèse indéformable. C'est-à-dire qu'on peut appliquer le PFS à un solide déformé. Hein. Quand vous appliquez le PFS à un ressort, hein, vous ne posez pas la question de est-ce que le ressort se déforme ou ne se déforme pas, et vous appliquez bien le PFS en disant il y a une certaine force au-dessus, bah, elle est transmise par le ressort. Qu'il se déforme ou qu'il ne se déforme pas, la force est transmise. Donc, c'est ce qui se passe ici. Hein. On a une force qui s'exerce, qui est moins Fz à l'extrémité de la poutre. Cette poutre étant encastrée dans un mur, elle donne naissance à 2 répartitions de pression, hein, qui n'ont rien à voir en origine physique avec la loi de l'hydrostatique. Hein. C'est simplement que vous comprenez bien que si je mets une répartition de pression uniforme, jamais je pourrais créer un moment. Et on sent bien que cette force, au point O, elle crée un moment. Alors, une petite chose que je n'avais pas dit là et qu'il faudra peut-être rajouter, hein, c'est que la distance entre O et A, c'est petit L. Et donc, on est d'accord que la force, elle va s'appliquer sur une petite partie rectangulaire, hein, c'est presque le même problème, hein, placée ici, et qui évidemment sera placée en partie sup et en partie inf. Voici pourquoi on a 2 pressions, P sup qu'on a noté KS d-Y et P inf qui est noté KIY. Le but est quasiment le même, encore plus simple, puisqu'on ne considère pas le poids. Hein. Vous calculez l'action mécanique du mur sur la poutre,
Donc, vous faites la somme intégrale de tout ça, ce qui va vous donner quelque chose en fonction de KS et de KI. Vous calculez le moment O de l'action supérieure et de l'action inférieure. Je vous rappelle qu'il va falloir faire le calcul de OM vectoriel df de M. Il n'y a pas de possibilité de réutiliser le résultat précédent. Il faut vous y attendre. Et après, évidemment, l'étude de l'équilibre va dire que la poutre est en équilibre sous l'action d'une force et de ce champ. Ce qui va nous donner un système de deux équations à deux inconnus, les deux inconnus étant évidemment KS et KI. Et une fois qu'on aura résolu ce système linéaire, deux équations, deux inconnus, eh bien, on pourra se poser la question de est-ce que le point le plus sollicité, il est par ici ou est-ce qu'il est par ici? Ce qui permet en général de dimensionner les encastrements de poutres dans des murs. OK? Donc ça sera très bien pour la prochaine fois. Si vous allez faire l'exercice 2, c'est que vous avez bien compris l'exercice 1. Du coup, on ne va pas le corriger là? Aujourd'hui, non, on ne va pas y arriver, non. Est-ce que vous pourriez alors donner les expressions si vous les avez? Les quoi? Les expressions, enfin le résultat? Ouais, le résultat. Ouais, je peux vous faire ça. Merci. Mais réellement, je préférerais que vous le calculiez. Ah mais non, mais je l'ai calculé, mais c'est pour savoir s'il est juste pour... Je vais vous dire oralement, alors. Oui, oralement, très bien. Donc, on a un terme en AD carré sur 2, facteur de KI moins KS. Pour la moi, j'ai AD cube. Ah non, c'est bien ça. Non, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de moins devant? Si après les signes sont discutables, suivant si vous avez travaillé avec des pressions positives ou non. D'accord. Mais bon, c'est juste une histoire de convention. Est-ce que vous l'avez défini dans le sens de plus ou moins le vecteur directeur? Tous les choix sont bons du moment qu'on sache ce qu'on fait. Et donc, le moment, c'est plutôt un AD cube sur 6, facteur de 2KI moins KS. Oui. Et donc, une fois que vous faites ça, vous écrivez votre équilibre et vous résolvez. Ah. Bon, on le refait ensemble. Je vais prendre un petit peu plus de temps là, sur le temps qui nous reste pour parler de l'exercice d'après. Un peu plus difficile. Donc, sur lequel on est en train d'étudier un système de freinage qu'on appelle un frein à disque, donc, qui est représenté ici avec un document Bendix, qui est donc un fabricant de plaquettes et de systèmes de freinage. Donc, comme vous le savez, les freins à disque, c'est ce qui équipe la plupart des véhicules automobiles. Vous avez un disque qui est relié à la roue. Vous avez un ensemble de plaquettes qui viennent pincer ce disque grâce à l'action mécanique de ce qu'on appelle un étrier, qui est en général rien d'autre qu'une sorte de vérin hydraulique actionné par le système de freinage. Donc, en gros, on vient injecter de l'huile dans un piston. Ce piston va pousser les plaquettes sur le disque et le frottement des plaquettes sur le disque va créer évidemment un couple de freinage d'autant plus important que la pression est importante. Alors évidemment, sur une voiture, il y a une petite complexité, c'est que vous avez un seul frein qui est à pied pour 4 roues freinées. Donc évidemment, il y a des systèmes auxiliaires qui sont hydrauliques qui permettent entre autres de répartir entre l'avant et l'arrière le freinage. Et même de faire varier cette répartition si nécessaire. Ça fait partie des choses qui existent sur tous les véhicules modernes. Alors évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller calculer ce qui se passe à l'interface du disque et des plaquettes. Donc c'est ce qui est représenté ici. Alors vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. On va travailler dans un système de coordonnées polaires. On imagine qu'en chaque point M de contact de la plaquette avec le disque, il y a une petite force normale. Vous voyez, c'est la petite force qui a été représentée ici, qui va apparaître sous la forme d'une pression, qui est notée ici PZ. Et évidemment, le fait qu'il y ait un mouvement de rotation du disque, eh bien, ça va créer une composante tangentielle selon les lois de Coulomb. La composante tangentielle vaudra tout simplement F fois la composante normale, F étant le coefficient de frottement. Et on voit bien que la somme intégrale de toutes ces petites composantes tangentielles va être équivalente à un couple là, dirigé selon OK. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Si vous regardez un petit peu les questions, on dit la pression est uniforme sur le disque, on note F, le coefficient de frottement, et après, on vous fait faire un petit peu de calcul de cinématique et d'essayer de mettre un cahier des charges et de trouver évidemment les projections, la composante de pression et la composante tangentielle, le torseur d'action mécanique sur le disque, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on arrive à l'axe central du torseur d'action mécanique. Bon, c'est un sujet un peu plus long, mais un peu plus global.
Et ça, c'est assez important puisque ce problème se retrouve dans les embrayages aussi. Les embrayages de véhicules sont des embrayages à disque. Hein. La seule différence, c'est qu'ici, on a un contact qui se fait de moins θ à θ. Là, c'était appelé alpha, je crois, l'angle. Oui, c'est ça. Θ était comprise entre moins alpha et alpha. Alors que quand on fera une surface d'embrayage à disque, il y aura la totalité de l'intégrale à faire, quoi. OK? Y a-t-il des questions? Oui, non, rien du tout? Aucune question? Alors, je voudrais revenir juste sur une petite chose. Non. Alors, je reviens sur mon tableau blanc. D'accord. Donc, c'est bon, vous avez retrouvé le tableau blanc? Ouais. Donc, juste la petite chose que je voulais rajouter, c'était que on a une propriété qui est que pour les densités uniformes, on ne fait pas les calculs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'ai un plan, est-ce que je peux dessiner un... Ouais, là, je vais avoir un... Ouais, d'accord. Est-ce que je peux le tourner, ce truc-là? Non, il ne faut pas le tourner. OK. Donc, je refais un petit peu... Je voudrais faire un petit dessin en 3D. Hein, je vais avoir besoin... Donc, si j'ai tout simplement un plan de contact, est-ce que je peux dupliquer? D'accord. OK. Donc, on va essayer de le faire comme ça. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, et on essaiera de faire une sorte de petit bilan en cours de tout ça. Quand, hop. Donc ça, on va. Et je peux galérer un petit peu, mais bon. Donc, ce que je voulais montrer, c'était simplement le fait que quand vous avez une densité sur un plan, d'accord, donc vous avez des petites forces qui sont toutes, alors je vais les faire un peu plus grandes, vous avez plein de petites forces qui s'appliquent sur un plan. Ce qu'on peut être sûr, c'est on n'a pas besoin de faire le calcul intégral, tout simplement parce qu'il est direct. Hein. Donc là, j'imagine que j'ai des forces qui s'appliquent hein, sur toute cette surface plane hein, de façon uniforme. Hein. Évidemment, ça va me faire une mauvaise preuve. Ah non, ça va, c'est pas trop moche. OK. Donc j'imagine que sur un plan comme ceci, j'ai une densité de pression que je vais appeler P0, constante. D'accord? P0 qui est uniforme. Donc ce qu'on voit tout simplement, c'est que si j'appelle petit a ce côté, petit b ce côté, ce qu'il faut avoir retenu, c'est que ce champ peut être remplacé par un unique torseur qui va être un glisseur. Évidemment, ce glisseur va être placé très facilement au centre de gravité de la répartition de force. Et donc, cette fois-ci, ce sera une force, alors que je vais dessiner en un peu plus gros, comme ceci. D'accord? Mais bien sûr, ce qu'il faut penser, c'est que la valeur de cette force sera tout simplement P0 fois petit a fois petit b. OK? Et qu'évidemment, cette force sera sans moment au point O, qui est évidemment le centre de cette surface. Et ça, entre guillemets, on n'a pas besoin de sortir des intégrales. Ce que ça signifie aussi, c'est que si je ne me place pas au point O, mais que je me place par exemple dans ce coin-là A ou dans ce coin-là B, eh bien, je n'aurai pas un moment nul. Cette répartition de force crée un moment au point B, elle crée un moment au point A. D'accord? Deuxième point, il faut bien imaginer que la notion de pression est une notion qui est naturellement surfacique, mais on peut la dégénérer en notion linéique. Ça veut dire que de la même façon, et je reprends plutôt on peut parler de façon assez naturelle que dm, l'élément de masse, c'est la masse volumique
fois dv. Mais de façon aussi naturelle, dans le cas, par exemple, des pièces minces, ce qu'on va appeler les pièces minces, c'est des tôles, eh bien, vous pouvez dire que dm, c'est une masse surfacique fois ds, ce qui a tout à fait un sens. Vous faites une intégrale surfacique, vous négligez l'épaisseur que vous ne pouvez pas faire varier parce que vous êtes sur des tôles. Et de façon encore analogue, eh bien évidemment, vous pouvez parler de masse linéique fois dl. À chaque fois, hein, l'unité de ce ρ est changeante. Là, c'est des kilogrammes par mètre cube, là, c'est des kilogrammes par mètre carré, là, c'est des kilogrammes par mètre. Mais quand vous achetez un poteau, bah, vous ne choisissez pas la section du poteau, vous choisissez la longueur. Et si vous prenez 1 mètre de poteau qu'elle fait 50 kg, si vous avez 3 mètres de poteau, bah, vous avez 3 fois 50 kg. Le 50 kg n'est rien d'autre qu'une masse linéique. OK ? Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est tout à fait logique de pouvoir poser des problèmes sur les centres de gravité de solides qui sont des géométries purement linéiques. Exemple, hein, on peut se poser la question de où est le centre de gravité d'un demi-cercle. Vous voyez bien que ce truc-là, ça a un centre de gravité qui doit être quelque part sur cet axe-là. Là, ici, il doit y avoir un point où, si je mettais un axe accroché exactement à la hauteur de ce centre de gravité, ben, le solide serait parfaitement équilibré. Et donc là, ce que j'imagine, c'est comme si j'avais une poutre en forme de demi-cercle, dont la section est très petite, et dans ce cas-là, je vais parler de masse linéique. Ça veut dire que pour calculer, par exemple, ici, ce qui m'intéresse, eh bien, évidemment, je mets un point O, je définis un point P quelconque ici, associé à un élément de longueur dl, et dans ce cas-là, l'élément de masse dm sera égal à ρ dl, ça sera du ρ linéique, entre guillemets, et ce ρ, ça sera tout simplement un r dθ fois ρe. OK? C'est-à-dire que vous allez intégrer en θ, et ce qui m'intéresse, par exemple, ici, si c'est dans la direction x, il suffira simplement de dire la masse totale fois OG selon la direction x va être égale à la somme intégrale simple de OP x dm. OK? Et ce que vous voyez, c'est que l'OPX, qu'est-ce que ça sera? Ça sera la projection de OP selon X, donc c'est ce qui va nous faire apparaître gentiment le cosinus de cet angle. D'accord? Puisque OPX étant donc, ça serait l'intégrale. Alors là, ici, si je le fais comme ceci, il faudrait faire varier mon angle θ de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'accord? OPX serait tout simplement R cosinus θ. dm, ça serait du R dθ fois la masse linéique. Donc j'ai dit ρ indice L fois R dθ. Sachant que si vous avez bien compris l'histoire, la masse totale sera tout simplement la longueur totale fois la masse linéique. Donc la masse linéique ρ de L fois la longueur totale. La longueur totale, si j'appelle R le rayon de ce cercle. 2πr serait le périmètre complet. Donc ici, ça nous ferait le demi-périmètre, donc πr. D'accord? S'il a une longueur πr fois la masse linéique, j'obtiens une masse totale de cet objet. Le calcul ici se fait tout simplement. Hein. Je réobtiens la masse linéique qui va se simplifier, puisque je suis toujours en masse. J'ai un r carré qui sort ici. Et j'ai intégré cosinus θ, donc qui va me donner sinus θ, la primitive, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, si je simplifie tout ça, j'obtiens OGX qui est égal, alors le ρ va s'en aller, un des R va s'en aller, l'intégrale de sinus, ça fait sinus pi sur 2 moins sinus de moins pi sur 2, donc ça nous fait un 2.
Donc, il reste quoi? Il nous reste 2R sur pi. Homogène à un rayon, ça me dit simplement que je suis à peu près à 2/3 de la hauteur. Vous voyez, quand je l'ai représenté, j'ai été très mauvais. Hein. Il est beaucoup plus près d'ici que d'ici. Hein. Parce que 2 sur pi, hein, c'est pas loin. Donc, vous voyez que je peux faire des calculs comme ça. Là, je n'ai que des intégrales simples. Et c'est simplement qu'on peut avoir des masses qui peuvent être linéiques, surfaciques ou volumiques. Et ça, c'est vraiment un des concepts. Alors, on ne s'amuse pas avec d'autres dimensions, puisque on a tout ce qui nous va bien. Donc, comme je disais, hein, tout ça, c'est très utilisé pour tout ce qui est tube, des profilés. Hein. Ce qu'on appelle des profilés, hein, les profilés d'aluminium, hein, les choses qui sont extrudées, qui ont une section qui est fixée. Et vous ne pouvez jouer que sur la dimension autre. Ici, évidemment, bah, c'est tout le cas de ce qu'on appellera les plaques, hein, les tôles. Hein. Et ça, c'est le cas général. Hein. OK? Donc ça, je ne l'avais pas cité non plus. Hein. Pour moi, ça paraît assez évident, mais je préfère un peu vous le dire. Et il y a un dernier petit point, si j'ai encore quelques petites minutes. Oui, si, c'est 6h15 normalement. C'est qu'une des dernières propriétés assez évidentes que vous utilisez sans trop le savoir, c'est le fait que la notion de surface projetée. Ça veut dire que si j'ai une pression uniforme qui s'applique sur une surface, je vais essayer de faire un truc simple. Est-ce que vous avez noté ça? Il y a des questions ou non? Non, ça va? Donc, je reprends simplement une feuille propre pour faire un petit dessin. Je vais imaginer simplement que j'ai une surface un peu n'importe comment sur lequel s'appuie une pression. C'est-à-dire quelque chose qui est... alors, en couleur rouge, je vais la faire peut-être en... Non, c'est comme ça ira bien. Donc, une pression uniforme qui est normale. Alors, évidemment, je vais la dessiner comme ceci. Hein. Toujours normal. Hein. D'accord? Donc, tous les vecteurs ont comme particularité d'avoir la même longueur, mais ils ne sont pas appliqués sur une surface qui est quelque chose de droit. D'accord? Donc, je le redessine à la limite comme ça. Là, on a une sorte de champ hein, qui est constant en norme, mais pas constant en direction. Hein. Et donc, c'est une propriété qui est assez sympathique, hein, qui consiste tout simplement à dire, eh bien, si je regarde ça dans une direction donnée, eh bien, c'est comme si je projetais ma surface dans cette direction. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends et que je nomme cette pression uniforme P0, hein, qui est donc uniforme en norme, dans ce cas-là, la résultante, que je peux tracer évidemment comme une grosse flèche rouge que je vais mettre ici, et d'ailleurs, si je fais un CTRL Z, OK. Donc, je la fais très épaisse hein, pour qu'on la voit bien. Hein. Donc, la force qui va être équivalente dans cette direction-là hein, sera tout simplement donc cette résultante. Hein, alors, en norme, hein, ce qui va m'intéresser, hein, sera égale tout simplement à P0 fois la surface projetée. D'accord? Cette norme de R. Hein. Donc, l'idée, c'est que si on dispose d'une direction de projection, hein, eh bien, le fait que ça soit une pression uniforme qui s'applique sur une surface toute biscornue, eh bien, vous dites que c'est la P0 fois la surface projetée. Pourquoi je dis que ça, vous le connaissiez déjà? Bah, tout simplement parce que vous avez déjà dit que pour un vérin, la force de poussée d'un vérin était égale à la pression qui était existante dans ce vérin, ou la différence de pression entre les deux chambres, fois la surface du vérin. Et vous n'êtes jamais préoccupé de la forme du piston du vérin, hein, qui pouvait être souvent assez tordu. Hein. Par exemple,
Voici la forme d'un piston de vérin. Je ne sais pas, je donne une forme un peu quelconque, comme s'il y avait ici la géométrie qui continue. Là, je vais fermer ça. D'accord ? Vous vous êtes jamais tellement posé la question de qu'est-ce qui se passe alors qu'ici, il y a des forces qui sont comme ça, il y a des forces ici qui sont comme ça, il y a des forces encore ici qui sont dans ce sens-là, il y a des forces ici, elles sont toutes identiques, mes petites forces. Elles sont toutes identiques, elles sont normales au contact. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas une direction fixe. Donc, vous êtes bien d'accord que la pression, elle s'applique normalement à toutes les surfaces de contact. Je vais en dessiner une autre. Donc ici, vous avez une petite pression. Ici, vous avez une petite pression. Vous avez des pressions qui s'appliquent partout sur cette surface. Et ça ne vous a jamais dérangé de prendre la section du vérin sans jamais se préoccuper de la forme du piston. Bah oui, puisque grosso modo, celles-là vont s'annuler avec celles-là. Donc quand je regarde dans la direction X, ce qui compte, c'est la surface projetée dans la direction ici, quoi. Donc, je pourrais dire que certainement, ça vaut une force qui vaudrait justement la pression P, donc notre petite pression P qu'on a définie ici, P fois la surface projetée étant exactement cette surface-là, l'aire de ce truc-là. Ouais. Vous le verrez un peu plus tardivement, peut-être en... Donc là, c'était la surface projetée. Ouais. Là aussi, c'est pratique. Mais en gros, ça vient d'une propriété sur l'intégrale. L'intégrale, quand on fait le n scalaire x, si j'appelle cette direction x, le n scalaire x va nous faire apparaître un cos θ et qu'on intègre sur toute la surface, ça redevient la même chose que de projeter la surface. Vous pouvez aussi imaginer ici qu'on peut décomposer la force en une composante qui est selon x et une composante qui est orthogonale selon x. Et c'est comme si on projetait la surface, comme si on la redressait dans la direction x. Voilà pourquoi on utilise ce concept de surface projetée. Attention, il n'est valable que si on est en pression uniforme. Vous voyez, on est dans un cas un petit peu moins particulier que celui d'avant. Dans le cas d'avant, on était sur une surface plane avec une pression uniforme. Là, on est sur une surface quelconque, mais toujours avec une pression uniforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cours a été réalisé dans le cas général. C'est-à-dire que les formules qui sont dans le cours, elles marchent tout le temps, quelle que soit la pression, quelle que soit la surface, mais qu'évidemment, elles demandent de faire des calculs. Alors que dans ces deux cas-là, on peut se libérer de faire les calculs. Est-ce que vous pourriez me montrer, s'il vous plaît, sur le premier exemple, la surface projetée? Eh bien là, c'est pas très dur. Là. Ici, là. Vous voulez dire Non, excusez-moi, avant. Sur la l'exemple. surface projetée, c'est en gros, c'est ce que j'ai dessiné en noir. Vous voyez, j'ai dessiné un truc un peu tordu en noir, là. C'est donc la surface sur laquelle s'applique la pression. Alors évidemment, là, je ne l'ai pas dessiné en 3D. Il faudrait imaginer une surface en 3D. Donc là, j'ai pas. Ah d'accord, ok. D'accord. Fondamentalement, je ne suis pas en pression linéique. Mais même si je le fais en pression linéique, ça ferait la même chose. Si j'imagine une pression uniforme sur une ligne qui n'est pas une droite, si je cherche la composante d'une résultante dans une direction, eh bien, il suffit simplement que je projette la longueur. Ça veut dire que si cette ligne elle faisait une dimension ici qui serait L, ça serait P fois L, ma valeur de force, si c'était une pression linéique. Parce que de la même façon qu'on a, entre guillemets, dégénéré un tout petit peu les notions de masse volumique, la notion de pression peut aussi se dégénérer en linéique. Vous voyez, quand vous êtes comme si vous étiez dans une liaison linéaire rectiligne. Dans une liaison linéaire rectiligne théorique, le contact se fait selon une ligne et génère une pression de contact qui est une pression linéique, c'est-à-dire la force divisée par la longueur. Vous voyez, si je reprends pour communiquer un petit peu avec un dessin pour ne pas être trop abstrait. Si j'ai un cylindre, d'accord ? Si ce cylindre subit une action mécanique globale que j'appelle F ici, qui est donc une force, vraiment une force appliquée en un point, ben, il faut comprendre que si cet objet est en équilibre sur un plan, ça signifie que je vais avoir des petites forces qui vont être ici, en chaque point de cette ligne de contact. D'accord ? Ici, il va y avoir plein de petites forces.
et que comme toujours, hein, le problème va être de dire quelle est la valeur de cette pression, P0, en fonction de cette force F. Évidemment, ça va dépendre de la longueur de cette ligne de contact, qui ici je l'appelle L. Et bien ici, on dirait tout simplement que P0 peut être égal à norme de F sur L. D'accord, donc là c'était l'exemple linéaire, c'était pas surfacique. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et ce que je disais, c'est que c'est une hypothèse d'avoir dit qu'une pression uniforme convenait. Si par exemple, au lieu d'avoir une force, j'avais un moment, avec un champ de pression uniforme, ça ne marche pas. Je ne peux pas créer un moment avec un champ de pression uniforme. Donc ça voudrait dire que je serais peut-être obligé d'envisager, par exemple, un champ de pression qui ressemble à ça. D'accord, avec des pressions qui sont linéaires. Non, celui-là, il ne doit pas exercer. Alors, si je ne mette pas la même pente. Voilà, par exemple, un champ de pression où je n'ai pas la même pente ici que ici, bah, c'est un champ qui va créer un moment, suivant ce que je donnerai comme pente là et comme pente là. Dans ce cas-là, il créera un moment en plus. OK? Donc, tout ça pour revenir un tout petit peu avant, hein, pour dire il faut évidemment être habitué à ces histoires-là. C'est fait pour vous simplifier la vie. Hein. Le fait qu'on travaille souvent en linéique, c'est pour vous éviter de faire des intégrales triples. Hein. Ça permet de faire des intégrales simples. Pareil pour les modèles 2D, hein, tout simplement parce que ça n'a aucun intérêt de travailler sur l'épaisseur d'une tôle alors qu'on a de la surface. Hein, donc, on fait de l'intégrale surfacique. Donc, vous faire de l'intégrale double au lieu de faire de l'intégrale triple. OK? Des fois, vous voyez, par exemple, si vous voulez modéliser une balle de ping-pong, hein, une balle de ping-pong étant creuse, hein, si vous voulez trouver un peu des informations, c'est plutôt la masse surfacique qui va être intéressant. Pas de notion de masse volumique. Ouais. Donc, si je refais un petit bilan, voilà, ça c'était la fin, ça c'était ça, tout le calcul. Ouais, c'est peut-être un peu plus joli en fin. Et quand j'écris comme ça, c'est peut-être un peu plus lisible. Comparé par rapport à ça. Chez vous, ça donne quoi? C'est bien en vrai quand c'est fin. Je ne sais pas les autres, mais. Ouais. Vous préférez sous cette forme-là, on voit plus de détails que sous cette forme-là où c'est un peu plus pâteau, quoi. Faire un vote. Non, mais bon, c'est pour savoir. Hein. Moi, Les deux sont pas trop mal, je trouve. Ouais, les deux sont pas trop mal, ouais. Ouais, c'est déjà ça. Hein. Bon, j'essaierai de. C'est peut-être plus lisible en fin quand même, parce qu'au moins, des fois, il y a des trucs qu'on voit pas trop quand c'est épais. Ouais, c'est ça. Le épais a tendance à cacher un peu des choses, hein, mais bon, l'avantage en ayant plusieurs épaisseurs, c'est qu'on peut faire des choses propres quand même, quoi. Bon, eh bien, je vous enverrai peut-être bien un petit peu plus d'exercices pour lundi. De toute façon, lundi, ce qu'on fera, c'est principalement encore du cours, hein, d'avancer sur les notions de Coulomb. Hein. La fin du TD, vous pouvez commencer à la regarder. Elle est peut-être un peu plus difficile. À vous d'essayer justement de vous confronter aux difficultés. Et après, on pourra passer à des exercices un petit peu plus complexes. Bon, ben, je ne vais pas prendre plus de temps. Hein. On va penser à notre collègue de maths un petit peu, en espérant que tout soit bien passé pour lui. Hein. Ah oui. Vous avez déjà eu cours avec M. Sajot ce matin? Non, là, demain. C'est demain. D'accord. On avait le dernier cours avec M. Ah oui. Bah, espérons que tout se passe bien pour lui et qu'il nous revienne en santé. On le reverra bien d'ici la fin de l'année, au moins virtuellement. Et donc, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne soirée. Et, Merci, Merci, monsieur. Merci, au revoir. Lundi prochain. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir.